Bonjour à tous et bienvenue sur Lycée Altitude, la radio des lycéens. On se retrouve aujourd'hui avec Nathan, mais pas avec Nathan, parce que lui il est parti en Angleterre. Mais on en a quand même un. Comment ça va ? Eh ben ça va, comme je l'espère tous nos auditeurs. Et toi Antoine ? Eh ben moi ça va bien. Et on va donc commencer tout de suite par les chroniques restantes, vu que celles de Nathan sont suspendues pour cette semaine. Et oui, pas de prof absent cette semaine. Enfin si, il y en a, mais vous devriez vous débrouiller tout seul. Pas de chronique. Et on commence avec la chronique épistémologie de la semaine, qui porte, comme je vous l'avais dit dans le problème de maths de la semaine dernière, sur les approximations de pi. L'existence d'un coefficient de proportionnalité entre le périmètre et le diamètre d'un cercle, à savoir pi, était connue par les Babyloniens il y a 4 millénaires déjà. Ils avaient au départ établi sa valeur à 3, puis à 3,125. On a ensuite retrouvé un papyrus égyptien avec une valeur de pi de 3,1605. Au fur et à mesure des siècles, la valeur de pi s'est affinée sans qu'on puisse jamais trouver une valeur exacte, car pi est irrationnel, ce qui signifie que les chiffres après la virgule n'auront jamais aucun pattern. Archimède est le premier à avoir trouvé la suite que je vous avais présentée dans le problème de maths, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et a trouvé que pi serait entre 22 septièmes, qui est une excellente approximation de pi, et 223 71e. Après, au 5e siècle, Zhu Shongxi donna une valeur de pi de 355 113e, ce qui est juste à 6 chiffres après la virgule. Après, il y a Madhava de Sangamagrama. Oh là là, quel nom difficile. C'est un indien. Au 14e siècle, trouva que la somme des inverses des nombres au-dessus d'un multiple de 4 moins la somme des inverses des nombres en dessous d'un multiple de 4 convergeait vers pi sur 4. Comme les formules deviennent assez complexes, vous pourrez les retrouver sur le site de la radio dans le nouvel onglet Histoire des sciences ou épistémologie, c'est pareil. Et justement, parlons-en, nous avons donc réorganisé le site internet et il existe maintenant une rubrique chronique avec dedans des sous-rubriques pour le problème de maths et l'épistémologie en attendant les nouvelles. En fait, ça sera juste des compléments des émissions, c'est bien entendu facultatif et vous pourrez suivre les émissions sans regarder ça bien sûr. Euler a ensuite montré que la somme des inverses des puissances paires de tous les nombres naturels convergeait vers un nombre ayant un rapport avec pi. Bon, vous pourrez voir ce rapport encore une fois sur cette page. Wallis a découvert une formule de pi impliquant un produit infini, alors que celle d'avant employait des sommes infinies. À la fin du 19e siècle, il y a un homme qui voulait résoudre un problème qu'on avait montré être impossible. C'est en gros prendre un cercle, faire un carré de même aire que le cercle, et avec la règle et le compas. C'est pas possible. Mais par contre, avec une valeur de pi de 3,2, c'est possible. Mais bon, il a échoué. Puis au début du XXe siècle, Ramanujan, qui est un autre mathématicien indien, a découvert une formule qui, à chaque nouveau terme, ajoute 8 décimales de précision de pi, ce qui commence à faire vraiment beaucoup. Les formules qui servent à approximer pi aujourd'hui sont inspirées de celle-là, comme la formule des frères Tchotnovsky, qui a permis de donner une approximation de pi à 2 billions de décimales, ce qui commence à faire vraiment beaucoup. Vous pourrez aller voir sur la page, encore une fois, de cette chronique pour plus de détails. On passe maintenant à la chronique Histoire tout court de Nathan. Merci Antoine. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Allemagne, toujours dans notre série sur le 19e. Nous allons donc nous intéresser, vous l'aurez compris, à l'unification allemande. Dans un premier temps, nous verrons le contexte qui a amené à cette unification, puis nous verrons l'unification en elle-même. Commençons donc avec le contexte. Sachez qu'avant le 19e siècle, l'Allemagne comme l'Italie étaient séparés en de nombreux petits États, tous regroupés dans une grande entité politique, le Saint-Empire romain germanique, qui existait depuis 962 après Jésus-Christ. C'était un regroupement des populations majoritairement germanophones d'Europe centrale. Il a traversé de nombreuses crises, comme les guerres de leur religion, mais il n'a finalement pas survécu à la dernière, c'est-à-dire son occupation par Napoléon, qui le démantèle en 1806. Nous allons alors assister à une première réelle unification avec la création de la Confédération du Rhin, qui ne subsistera pas à Napoléon. Cet état fantoche sous domination française sera démantelé en 1813 après la fameuse bataille de Leipzig qui réunira
toutes les nations, ainsi surnommée donc Bataille des Nations, regroupant des Russes, des Autrichiens et des Allemands, tous voulant bouter Napoléon hors d'Europe. Suite à cela, le Congrès de Vienne va instaurer une diète fédérale dirigée par l'Autriche. Ce sont donc plus de 38 États allemands qui seront sous la botte de Metternich. Mais rien n'avait été prévu pour une mise en compétition avec une Prusse de plus en plus grandissante qui va attiser la rivalité entre les deux nations germaniques. Ce qui va amener à une première unification va être une collaboration économique. Nous allons avoir tout d'abord une union douanière, le Zollverein, en 1834. C'est la première unification économique de l'Allemagne avec un développement spectaculaire des échanges, notamment dans le domaine du charbon et de l'acier. De plus, des nouvelles infrastructures comme les routes, les lignes de bateaux et les trains connectent tous les territoires allemands entre eux. Toutes ces circonstances sont donc favorables à l'unification. Il ne manque plus qu'une situation géopolitique qui permette cette unification. Il y aura donc un premier essai de 1848 à 1849. Comme vous l'avez vu la dernière fois, l'Autriche a quelque peu à faire avec ces sujets et ne peut donc plus tenir l'Allemagne. Les peuples vont donc se révolter et imposer des constitutions à leurs princes et les forcer à s'organiser en assemblée à Francfort pour organiser une réunification de l'Allemagne. Mais il y a trop de divergences entre les partisans de la petite Allemagne, qui ne comprendraient que la Prusse et les États nord-allemands, et une grande Allemagne qui inclurait même l'Autriche et donc toutes les populations germanophones d'Europe. C'est donc un échec et l'Autriche va finir par réinstaller la diète. Mais en 1862, Guillaume Ier est nommé roi de Prusse. Il nomme le fameux Bismarck de son prénom, Otto, qui sera ministre-président de Prusse. Il va instaurer la Realpolitik, une politique hégémonique basée sur une puissance militaire et diplomatique. L'unification va alors se dérouler en 3 temps. En 1863, le nouveau roi de Danemark déclare que le Schleswig-Holstein est danois, ce qui est totalement contraire au protocole de Londres de 1852. Dès février 1864, l'Autriche et la Prusse vont alors envahir le Danemark et imposent la paix en octobre 1864 en co-gérant ce petit territoire. Je ne l'ai pas dit et vous le savez peut-être pas, mais ce territoire est aujourd'hui au nord de l'Allemagne, en dessous du Jutland. Nous allons donc passer à la deuxième phase de cette unification. Vous la connaissez sans doute, la guerre austro-prussienne de 1866. Bismarck va profiter de l'unification italienne et de la neutralité française pour déclarer la guerre à une Autriche prise en tenaille sur 2 fronts. À la fin de cette guerre, il annexe plusieurs petits États comme la Saxe et le Hanovre et forme la Confédération d'Allemagne du Nord. Mais rien n'est encore gagné. Il faut fédérer les princes autour d'un objectif commun. Et vous l'avez deviné, cet objectif, c'est la France qui les a humiliés 50 ans plus tôt. Il va alors user d'un stratagème politique en obligeant la France à déclarer la guerre à la Prusse en l'insultant. La France, vous le savez, se fait battre et en 1871, l'unité allemande est réalisée à Versailles, dans la Galerie des Glaces. C'est ainsi que la France est humiliée et l'Allemagne unifiée. Nous verrons la prochaine fois quel processus a mené l'Italie, elle, à s'unifier. On passe maintenant au problème de maths et tout d'abord à la solution du problème de la semaine dernière. En utilisant l'égalité vectorielle du centre de gravité, on a AG vecteur plus BG vecteur plus CG vecteur égale vecteur nul. Puis, on a AG vecteur égale à GB vecteur plus GC vecteur, qui se transforme ensuite en AG vecteur égale à GI vecteur plus IB vecteur, plus GI vecteur plus IC vecteur. Comme I est le milieu de BC, IB vecteur plus IC vecteur égale vecteur nul, on a AG vecteur égale 2GI vecteur. Et voilà, regardez la solution qui sera écrite bien sûr. Pour le problème de cette semaine, en sachant que la médiane et la hauteur d'un triangle équilatéral sont confondues, en déduire une valeur du sinus de 60 degrés. Merci Antoine. Quelque chose qu'on avait oublié de dire au début, c'est bien sûr, vous l'aurez compris depuis le temps qu'on vous le rabâche, la photo de classe qui est lundi prochain.
Alors n'hésitez surtout pas, déguisez-vous et rappelez-vous les règles. On ne se déguise pas en force de l'ordre et on ne se cache pas le visage. Et il faut pas oublier aussi. Oui aussi, ne pas oublier que c'est lundi prochain. Voilà, très important. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Lycée Altitude. La radio des lycéens. À la semaine prochaine. Salut à tous.